Pour vaincre un ennemi parfaitement invisible, la pire stratégie est de le chercher. La véritable solution est de le forcer à se révéler. Dans la forêt de Hurtgen, en décembre 1944, l'enfer glacé de la Seconde Guerre mondiale, la plus grande menace n'a pas été neutralisée par une balle plus rapide ou une explosion plus puissante. Elle a été défaite par une simple lueur, un éclat de lumière réfléchi par un petit morceau de miroir. Cette affirmation semble absurde. Dans une guerre définie par la puissance de feu et la supériorité matérielle, comment un objet aussi insignifiant a-t-il pu changer le cours d'une bataille que la plus grande armée du monde était en train de perdre? C'est parce que la cible n'était pas le corps du soldat, mais son cerveau. Au terme de ce récit, vous comprendrez la faille psychologique cachée au cœur de la discipline militaire la plus redoutable. Nous allons révéler comment un soldat, seul contre un système, aperçut ce que des généraux ignoraient, que la plus grande force d'un adversaire est souvent le miroir de sa plus grande faiblesse. Ce n'est pas l'histoire d'un acte de bravoure ordinaire, mais celle d'une rupture cognitive, d'une intuition qui a déconstruit une machine de guerre réputée infaillible. Vous découvrirez le principe contre-intuitif qui a permis de transformer la patience de l'ennemi en un piège mortel, en exploitant un réflexe neurologique que des années d'entraînement intensif avaient rendu impossible à ignorer. C'est la chronique d'une guerre menée non pas sur le terrain, mais dans l'esprit. La forêt de Hurtgen n'était pas un champ de bataille, c'était un organisme vivant et hostile. En cet hiver 1944, ces arbres immenses formaient une canopée si dense qu'elle effaçait le ciel, rendant la supériorité aérienne américaine totalement inutile. Le sol, un mélange de boue gelée et de neige épaisse, paralysait les chars et les camions, transformant chaque ravitaillement en une mission suicide. Un brouillard glacial s'accrochait aux branches, réduisant la visibilité à quelques mètres et transformant chaque ombre en une menace potentielle. Dans ce labyrinthe vert et blanc, la technologie militaire américaine, conçue pour les grands espaces, se retrouvait impuissante. La forêt étouffait les machines, isolait les hommes et amplifiait le son du silence, un silence lourd de la promesse d'une mort soudaine et invisible. Face à cet enfer, la doctrine de l'armée américaine fonctionnait en pilote automatique, une machine conçue pour un autre type de guerre. La procédure était immuable. Une section avançait, un coup de feu unique claquait, un homme tombait. Immédiatement, les survivants plongeaient à couvert, leurs appels radio crépitant pour un soutien d'artillerie. Des minutes plus tard, un déluge d'acier et de feu s'abattait sur une zone de plusieurs hectares, déchiquetant les arbres et labourant la terre gelée dans un vacarme assourdissant. Mais ce spectacle de puissance brute ne frappait que le vide. L'ennemi était déjà loin, ou n'avait jamais été là où l'on tirait. Le système, fondé sur l'attrition et la force écrasante, brûlait des munitions et des vies contre des fantômes. Ces fantômes avaient un nom, les tireurs d'élite allemands. Ils étaient les maîtres incontestés de Hurtgen. Formés à une discipline de fer, ils ne constituaient pas une armée, mais une arme psychologique. Capables de rester immobiles pendant des heures, voire des jours, dans le froid mordant, ils se fondaient dans le paysage jusqu'à en devenir une partie intégrante. Leur cible était choisie avec une précision chirurgicale. D'abord les officiers pour décapiter le commandement, puis les médecins pour anéantir l'espoir, et enfin les radios pour semer le chaos. Chaque balle n'était pas seulement destinée à tuer un homme, mais à paralyser 10 autres par la peur. Ils ne menaient pas une guerre de position, mais une guerre contre le moral, et ils étaient en train de la gagner. Le résultat fut une paralysie sanglante, une routine mortelle gravée dans la neige. Chaque jour, le commandement américain, à des kilomètres du front, exigeait une progression, des résultats mesurables. Chaque jour, des patrouilles étaient envoyées dans la forêt pour ne jamais revenir, ou pour revenir décimées, le regard vide. L'avancée se mesurait en mètres de souffrance, des mètres souvent perdus dès le lendemain. La logique de la guerre conventionnelle s'était brisée. La supériorité numérique et matérielle ne signifiait rien face à un ennemi qui refusait le combat direct. Le système américain était pris au piège de sa propre doctrine, continuant d'appliquer une solution de force à un problème qui relevait de la psychologie, et saignant lentement ses hommes dans l'indifférence glaciale de la forêt. C'est dans cette impasse totale, où la plus puissante machine de guerre du monde était neutralisée, qu'un homme a compris l'impensable. Il a réalisé que la discipline parfaite de ces chasseurs d'élite n'était pas seulement leur plus grande force, mais aussi leur prison. Leur entraînement les avait conditionnés à un tel point que leur attention était devenue un réflexe involontaire, une réponse automatique à certains stimuli. Ils n'avaient pas besoin de les voir pour les trouver. Ils devaient simplement présenter à leurs yeux ce que la chaussure ne pouvait physiologiquement pas admirer. Cette histoire n'est pas celle d'une bataille pour le territoire, mais celle de la découverte d'une faille dans le cerveau humain et de son exploitation comme l'arme la plus dévastatrice sur le champ de bataille. La forêt de Hurtgen, en ce mois de décembre 1944, n'était pas un simple décor, mais un adversaire à part entière. Un labyrinthe de 140 km² de collines abruptes et de vallées encaissées, où la végétation était si dense qu'elle formait un toit impénétrable. Ce dôme végétal rendait la supériorité aérienne américaine, pierre angulaire de sa stratégie, parfaitement inutile. Au sol, les conditions étaient apocalyptiques. Un froid glacial, une neige épaisse qui se mêlait à une boue gelée, paralysant les chars et transformant chaque mission de ravitaillement en un pari mortel. Le brouillard, tenace et omniprésent, réduisait la visibilité à quelques mètres, transformant chaque arbre en une silhouette menaçante. L'isolement était total, le silence pesant, et la forêt elle-même semblait conspirer pour anéantir les envahisseurs. Face à cet enfer naturel, la machine de guerre américaine tournait à vide, prisonnière de sa propre doctrine. Conçue pour les vastes plaines de France, sa logique était celle de la force brute et de la supériorité matérielle. La procédure était immuable et répétée jusqu'à l'absurde. Une section avançait, un tir unique claquait, un homme s'effondrait.
Les survivants se jetaient à terre, appelant désespérément un soutien d'artillerie. Des obus pleuvaient alors sur des hectares de forêt, pulvérisant des arbres centenaires et labourant le sol gelé dans un fracas assourdissant. Mais cette démonstration de puissance ne frappait que le vide. Le système, rigide et incapable de s'adapter, brûlait ses ressources et ses hommes contre des fantômes, mesurant sa progression en mètres de souffrance. Les règles formelles de l'armée américaine renforçaient cette impasse mortelle. La chaîne de commandement était sacrée, un ordre, même suicidaire, devait être exécuté sans la moindre hésitation. Face à un tireur d'hélice, le protocole standard était une recette pour le désastre. Se mettre à couvert, tenter de localiser une menace invisible, puis demander un tir de suppression qui arrivait toujours trop tard. Toute initiative personnelle, toute tactique non approuvée, était considérée comme une insubordination, un acte de défiance passible de la cour martiale. Il était formellement interdit d'exposer sa position, une règle ironique dans une situation où le simple fait d'exister était une exposition. Le système n'était pas conçu pour la finesse, mais pour l'obéissance aveugle. Au-delà des manuels, c'est une culture opérationnelle informelle qui scellait le destin des soldats. Une méfiance profondément ancrée envers toute approche jugée trop intellectuelle ou subtile dominait les esprits. La solution privilégiée était invariablement l'application d'une force encore plus grande. Survivre, dans l'esprit des hommes, c'était apprendre à garder la tête basse, à ne pas se faire remarquer. L'initiative était perçue non pas comme une vertu, mais comme un risque inutile qui mettait en péril l'ensemble de l'unité. Un fatalisme glacial s'était installé. Les pertes étaient une certitude, la survie un coup de chance. Contester la doctrine n'était pas seulement une faute tactique, c'était un signe de lâcheté, un manquement à l'honneur. La force dominante n'était pas un général, mais la doctrine militaire elle-même. C'était un système de pensée, une religion institutionnelle forgée dans les académies comme West Point et sanctifiée par les succès éclatants en Afrique du Nord et en Normandie. Son pouvoir était absolu, maintenu par une hiérarchie rigide et une discipline de fer qui étouffait toute pensée déviante. Elle se justifiait par sa propre existence, par l'immensité de l'appareil logistique qui la soutenait. Le système semblait inébranlable car il était trop grand pour échouer. Les échecs tactiques locaux, comme celui de Hurtzgay, étaient considérés comme des anomalies statistiques, des pertes acceptables au regard de la victoire stratégique globale, jugée inévitable. Cet état de fait avait engendré un équilibre macabre, une paralysie sanglante devenue la nouvelle normalité. La distribution des forces était totalement asymétrique. D'un côté, la puissance de feu colossale de l'armée américaine, aussi impressionnante qu'inefficace. De l'autre, une poignée de tireurs d'élite allemands, numériquement insignifiants, mais dont l'impact stratégique était dévastateur. Le champ de bataille était figé dans une routine mortelle et prévisible. Les Américains attaquaient, subissaient des pertes, pilonnaient des positions vides et recommençaient. Les Allemands attendaient, tuaient avec une précision chirurgicale, puis se fondaient à nouveau dans la forêt. Chaque camp était convaincu que la persévérance dans sa propre méthode finirait par briser l'autre, acceptant une logique d'usure qui ne produisait que des cadavres. Cependant, sous cette apparente solidité, le système américain reposait sur une faille invisible. Sa doctrine entière présupposait que l'ennemi était un acteur rationnel, une collection de cibles qui réagirait à la force par la retraite ou la destruction. Elle était incapable de concevoir l'adversaire comme un système cognitif pouvant être démantelé par des stimuli non conventionnels. La confiance aveugle dans la supériorité matérielle avait créé un angle mort tactique piant. Le commandement, obsédé par les solutions impliquant des explosions et des déluges de feu, était structurellement incapable de valoriser une approche qui ne se mesurait pas en tonnes de munitions. Il tentait de résoudre un problème psychologique avec les outils d'un problème physique. De l'autre côté du miroir, la force d'élite allemande était elle-même prisonnière d'une croyance non questionnée. Sa discipline de fer, son incroyable capacité à rester immobile et silencieuse pendant des heures dans un froid insoutenable, étaient perçues comme une armure psychologique infaillible. Mais cette force était aussi une cage. L'entraînement intensif des tireurs d'élite avait optimisé une compétence, le camouflage, au détriment de la flexibilité cognitive. Il avait créé un réflexe neurologique involontaire, une réponse conditionnée. Leur cerveau était câblé pour réagir automatiquement à la moindre anomalie dans leur environnement statique, en particulier à une source de lumière ou un mouvement soudain, interprété instinctivement comme une cible potentielle ou une menace imminente. L'impasse sanglante de la forêt de Hurtgen reposait entièrement sur l'intersection de ces deux dépendances critiques. La doctrine américaine était paralysée car elle avait un besoin absolu d'identifier clairement ses cibles pour pouvoir déchaîner sa puissance. La doctrine allemande, quant à elle, n'était efficace que tant qu'elle demeurait dans une invisibilité absolue. L'équilibre entier, cette routine de mort acceptée par tous, tenait sur ce fil unique. La rupture ne viendrait pas d'un canon plus gros ou d'une bombe plus puissante, elle naîtrait de l'esprit d'un homme qui comprendrait que pour rendre visible un ennemi qui a fait de l'invisibilité sa meilleure arme, il ne fallait pas le chercher, mais le forcer à regarder. Le sergent David Keller n'était pas un soldat né. Avant la guerre, son univers n'était pas celui des casernes, mais celui des forêts des Appalaches, où il avait grandi en chassant non pas pour le sport, mais pour survivre. Il avait appris le langage des bois, une grammaire faite de branches cassées, de traces dans la boue et du silence soudain des oiseaux. Il ne lisait pas les manuels de tactique, mais les signes de la nature. Appelé sous les drapeaux, il a emporté avec lui cette sensibilité primitive, cette capacité à percevoir l'environnement non pas comme un obstacle, mais comme un texte rempli d'informations.
Dans l'enfer vert de Hurtgen, il était un anachronisme, un chasseur à l'arc à l'ère de l'artillerie, un homme dont les compétences ancestrales semblaient inutiles face à la modernité brutale de la guerre industrielle. Son tempérament renforçait son isolement. Keller était un homme silencieux, presque taciturne, dont les yeux observaient constamment, analysant chaque détail avec une intensité qui mettait les autres mal à l'aise. Il ne participait pas à la camaraderie bruyante de ses frères d'armes, préférant la solitude de ses pensées. Pour ses supérieurs, son silence était interprété comme de l'insubordination latente, pour ses pairs comme de l'arrogance ou de la froideur. Sa plus grande faille était cette incapacité à communiquer sa perception du monde. Il voyait des schémas là où les autres ne voyaient que le chaos, mais ses tentatives d'explication se heurtaient à un mur d'incompréhension. Il était un homme seul, porteur d'une vérité que personne ne voulait entendre, piégé dans un corps qui portait le même uniforme que les autres, mais un esprit qui fonctionnait sur un tout autre système d'exploitation. Sa véritable compétence n'était pas le tir, bien qu'il fût un excellent tireur, mais une forme d'empathie prédatrice. Il ne pensait pas en termes de positions ennemies ou de secteurs de tir, mais en termes de territoire de chasse et de comportements instinctifs. Il comprenait que le tireur d'élite allemand n'était pas simplement un soldat exécutant un ordre, mais un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire de cette forêt. Il étudiait ses habitudes, la patience, le choix des proies. Il savait qu'un chasseur expert, qu'il soit homme ou animal, développe des réflexes si profondément ancrés qu'ils en deviennent des faiblesses. Cette capacité à se mettre dans la tête de l'ennemi, à penser comme lui, était son don unique, une arme bien plus subtile et puissante que n'importe quel fusil. Le choc avec le système fut immédiat et brutal. Dès les premières patrouilles, Keller décelait les incohérences de la doctrine officielle. Il voyait ses camarades suivre à la lettre des procédures qui les menaient directement à la mort. Quand un tir claquait, le protocole exigeait de riposter massivement pour supprimer la menace. Keller, lui, restait immobile, scrutant non pas la direction du tir, mais les réactions de la forêt elle-même. Il tentait d'expliquer à son lieutenant qu'un jet effarouché ou le balancement anormal d'une branche étaient des indices plus fiables qu'une détonation. Ses conseils furent balayés d'un revers de main, qualifiés de conte de trappeur. On lui ordonna de cesser de penser et de commencer à obéir, car dans l'armée, l'unité de la méthode primait sur l'efficacité individuelle. Un conflit intérieur dévorait Keller. Il était déchiré entre sa loyauté vers son unité et la certitude écrasante que les ordres qu'on lui donnait étaient un suicide collectif. Chaque matin, il se demandait s'il devait suivre ses frères d'armes dans une nouvelle mission vouée à l'échec ou faire confiance à cet instinct qui lui hurlait de désobéir. Obéir, c'était mourir stupidement. Désobéir, c'était trahir, devenir un paria, risquer la cour martiale. Ce dilemme n'était pas seulement tactique, il était moral. Comment protéger des hommes qui refusaient de voir le danger qu'ils percevaient si clairement? Il portait le fardeau de la clairvoyance dans un monde d'aveugles, et ce poids menaçait de le briser de l'intérieur bien avant qu'une balle ennemie n'y parvienne. La rupture devint inévitable lors d'une mission de reconnaissance. Le lieutenant, un jeune diplômé de West Point, confiant dans ses cartes et sa boussole, mena la section droit vers une crête exposée, un piège évident pour Keller. Il tenta de l'avertir, mais fut sèchement rabroué. Quelques minutes plus tard, le premier homme tomba, une balle unique et parfaite. Le lieutenant hurla l'ordre de riposter, en direction de la fumée, une pure folie. Keller refusa. Il resta figé, son regard balayant la lisière opposée, cherchant non pas un homme, mais une anomalie, une dissonance dans le rythme de la forêt. Il désobéissait ouvertement, en plein combat, choisissant son instinct plutôt que la discipline. C'était un acte de sédition, un point de non-retour. Cet acte d'insubordination le mit au banc de son unité. Même si son observation permit à la section de se replier avec moins de pertes que prévu, il fut traité comme un lâche et un insoumis. Son lieutenant entama une procédure disciplinaire contre lui, l'accusant d'avoir mis en danger la section par son refus d'obéir à un ordre direct. Ses camarades, conditionnés par la doctrine, le regardaient avec méfiance. Il était devenu l'homme imprévisible, celui qui ne respectait pas les règles qui les maintenaient tous, pensait-il, en vie. Le système, pour protéger sa propre cohérence, se retourna contre celui qui avait osé en pointer l'absurdité. Keller était maintenant plus seul que jamais, un ennemi à l'intérieur de son propre camp, armé d'une vérité que personne n'était prêt à accepter. C'est pourtant dans cet isolement total que la solution lui apparut, non comme une stratégie mais comme une révélation. Relevé de ses fonctions actives et assigné à des tâches subalternes, il eut le temps d'observer la bataille de loin, comme un ensemble cohérent. Il regardait les barrages d'artillerie inutiles, il se remémorait chaque embuscade, chaque tir unique. Et il comprit. La discipline de fer des snipers allemands n'était pas de la force de caractère, c'était un réflexe conditionné. Leur cerveau, entraîné à la perfection, ne pouvait s'empêcher de réagir à certains stimuli. Il se souvint des leurres qu'il utilisait pour la chasse, un simple morceau de tissu flottant au vent pour attirer l'attention d'un cerf. L'idée jaillit, simple et terrifiante. Il ne devait pas trouver le chasseur, il devait le forcer à le regarder. Le point de rupture arriva sous la forme d'un message radio grésillant, une voix paniquante déchirant le silence glacial du poste de commandement. Une équipe de brancardiers, tentant d'évacuer un soldat gravement blessé, était clouée au sol en terrain découvert. Un seul tireur d'élite, invisible et d'une précision diabolique, les tenait en respect. Chaque tentative de mouvement était accueillie par une détonation sèche et la morsure de la neige à quelques centimètres d'un corps. Le système était paralysé. L'artillerie était inutile, trop imprécise, elle risquait de tuer les hommes qu'elle devait sauver. La doctrine officielle n'offrait aucune solution. Les hommes allaient mourir de froid et de leurs blessures, un par un, sous le regard impassible de la forêt. Entendant la conversation désespérée, Keller sentit une certitude glaciale le traverser.
C'était le moment. Ignorant la hiérarchie, il entra dans la tente du capitaine, un homme épuisé dont le regard reflétait des semaines de défaite. Sans préambule, Keller exposa son idée, sa voix basse et intense contrastant avec le chaos extérieur. Il ne proposait pas de contre-attaque, pas de barrage de suppression, mais un simple morceau de miroir. Il expliquait comment le réflexe d'un prédateur, conditionné à réagir à la lumière et au mouvement, était une chaîne plus solide que n'importe quelle discipline. Il voulait utiliser la lumière du soleil hivernal pour forcer le chasseur à révéler sa tanière. Dans la pièce, l'idée parut si absurde qu'elle en devint une insulte. La réaction du capitaine fut inévitable et prévisible. C'était un non catégorique. Le plan de Keller n'était pas seulement non orthodoxe, il était une violation directe de plusieurs protocoles fondamentaux, notamment l'interdiction formelle d'exposer volontairement sa position. « Vous voulez agiter un drapeau rouge devant un taureau, sergent ? C'est du suicide, pas une tactique », lança l'officier, sa voix tremblant de fatigue et de colère. Il menaça Keller de la cour martiale pour insubordination s'il tentait quoi que ce soit. Le système, face à son échec le plus flagrant, choisissait de se protéger lui-même plutôt que ses hommes. Il préférait la certitude d'une mort honorable par obéissance à l'incertitude d'une survie par la désobéissance. Mais Keller ne pouvait plus reculer. La vie de ces hommes pesait plus lourd que la menace d'une sanction. Agissant désormais en dehors de toute autorité, il récupéra l'éclat de rétroviseur d'une Jeep détruite, son bord tranchant comme un rasoir. Seul, il rampa à travers la neige, le métal froid mordant sa paume à travers son gant. Chaque mètre était une négociation avec la mort, chaque craquement de branche une trahison potentielle. Il n'était plus un soldat suivant des ordres, mais un chasseur, retournant aux instincts primaires de sa jeunesse. Son conflit intérieur était résolu. Il avait choisi de faire confiance à sa propre lecture du monde, même si cela signifiait devenir un paria, un traître aux yeux de l'armée qu'il servait. Arrivé à une position légèrement surélevée, le cœur battant à tout rompre, il attendit que le soleil perce brièvement les nuages. D'un mouvement calculé, il inclina le morceau de miroir, projetant un éclat de lumière fugace vers la ligne d'arbres suspecte. La réponse fut instantanée. Une balle frappa la terre gelée à quelques centimètres de sa tête, projetant des éclats de glace sur son visage. Ça avait marché. Le sniper avait réagi, un réflexe pur, involontaire. Mais cette victoire était un piège. Il avait confirmé sa théorie, mais il avait aussi confirmé sa position. Il était maintenant la cible prioritaire, seul, à découvert, avec pour seule défense un misérable morceau de verre. La validation de son intuition était aussi sa potentielle condamnation à mort. Pendant ce temps, la situation des brancardiers devenait critique. Le commandement, ignorant l'initiative de Keller, tenta une manœuvre désespérée et conventionnelle, un tir de mortier fumigène pour couvrir une retraite. L'échec fut total et sanglant. Le tireur d'élite, imperturbable, attendit simplement que le vent dissipe l'écran de fumée et abattit le premier homme qui tenta de se lever. La panique monta d'un cran. La radio crachait des appels à l'aide de plus en plus incohérents. Toutes les options du manuel avaient été épuisées. La doctrine militaire américaine, ce colosse de puissance et de logistique, venait d'être publiquement humiliée par un seul homme, invisible, armé d'un simple fusil et d'une patience infinie. C'est cette humiliation qui fit basculer le capitaine. Face à l'effondrement total de la procédure, l'idée folle de Keller ne semblait soudain plus si folle. Elle était la seule option qui n'avait pas encore échoué. Par un canal radio sécurisé, il contacta le sergent. Sa voix était dépouillée de toute autorité formelle. Ce n'était pas un ordre, mais une question, presque un murmure. « Sergent Keller, dites-moi exactement ce dont vous avez besoin. » C'était une rendition. La rendition d'un homme face à la faillite de son système. Pour la première fois depuis le début de la bataille de Hurtung, une brèche venait de s'ouvrir dans le mur de la doctrine, une fissure créée par la nécessité brute. Le plan de Keller, désormais exposé, était d'une simplicité redoutable. Il n'avait pas besoin de puissance de feu, mais Dieu. Il demande à 2 autres tireurs, non pas pour engager l'ennemi, mais pour observer. Il les positionnerait à des angles différents, leur seule mission étant de fixer la zone suspecte. Keller attirait à nouveau l'attention avec son miroir. Le sniper, en réagissant, trahirait sa position non pas par le son de son tir, mais par le minuscule reflet du soleil sur la lentille de sa lunette de visée. C'était une chasse à la lumière, une triangulation basée sur la psychologie de l'ennemi. Il ne s'agissait plus de tuer, mais de voir. Une tactique de prédateur, pas de soldat. Convaincre 2 hommes de participer à cette mission suicidaire fut l'épreuve la plus difficile. Keller ne leur offrit aucune garantie de succès, seulement la logique implacable de son observation. Il s'adressa à 2 jeunes soldats, leurs visages creusés par la peur, qui avaient vu suffisamment de camarades tomber pour savoir que les méthodes officielles ne fonctionnaient pas. Il ne leur demandait pas d'obéir, mais de comprendre. Il leur transférait le poids de sa certitude. Après un long silence, brisé seulement par le sifflement du vent, ils acquiesceraient. Ils acceptaient de miser leur vie sur l'intuition d'un paria, un acte de foi qui représentait la rupture définitive avec la discipline aveugle qui les avait menés au désastre. Alors que la lumière du jour déclinait, les 3 hommes prirent position. Le froid s'intensifiait, gelant la sueur sur leur peau. Le silence était total, oppressant. En contrebas, l'équipe médicale attendait, suspendue entre la vie et la mort. Pour Keller, le poids de la responsabilité était écrasant. Il tenait entre ses mains non seulement la vie de ses 2 coéquipiers et celle des hommes piégés, mais aussi la validation de sa vision du monde. Son conflit intérieur avait laissé place à une concentration absolue. Tout se résumait à cet instant. Lui, le chasseur des Appalaches, face au chassant de la forêt noire. Un éclat de verre contre une discipline de fer. La bataille pour Hurtung allait se jouer sur un réflexe. Le poids du monde semblait reposer sur la paume de sa main, concentré dans le froid mordant de l'éclat de miroir. Allongé dans la neige, le sergent Keller sentait le regard de ses 2 volontaires peser sur lui, un mélange de peur et d'une fragile foi. Plus bas, les brancardiers étaient des statues de glace attendant la mort. Ce n'était plus une question de tactique, c'était la validation ou l'anéantissement de sa propre existence.
S'il se trompait, il ne serait pas seulement un soldat désobéissant, mais un fou qui aurait sacrifié des vies sur l'autel d'une intuition, d'un conte de trappeur. Le doute, plus glacial que le vent, s'insinuait en lui. Chaque fibre de son entraînement militaire hurlait que c'était un suicide. Il allait s'exposer. Il allait mourir. Dans sa tête, la voix méprisante de son lieutenant résonnait, un écho des certitudes de West Point. « Cessez de penser, sergent. Obéissez. » Cette phrase était le credo du système, la religion qui justifiait le massacre quotidien. La doctrine était une forteresse mentale, et Keller se tenait devant ses portes, seul, prêt à la démolir avec un simple rayon de lumière. La peur le tenaillait, non pas la peur de la balle ennemie, mais la peur existentielle d'avoir tort. Accepter cette peur, c'était se soumettre, redevenir une pièce anonyme de la machine, appeler un barrage d'artillerie inutile et regarder les hommes mourir selon les règles. Agir, c'était commettre le blasphème ultime, déclarer que l'instinct d'un seul homme valait plus que la sagesse collective d'une armée. Il ferma les yeux un instant, chassant le vacarme de ses pensées. Il n'était plus dans la forêt de Hurtgen, il était de retour dans les Appalaches, traquant un cerf méfiant par une matinée d'hiver. Le même silence, la même tension palpable, la même communion avec l'environnement. Il n'était plus le sergent Keller, il était David, le chasseur. Il se mit à la place de l'autre, le prédateur allemand. Il sentit sa patience, sa concentration absolue, ce contrôle de fer qui était sa fierté et son armure. Et il comprit, avec une clarté fulgurante, que la plus solide des armures a toujours une faille. Le dilemme qui le déchirait se résolut non pas par une décision militaire, mais par un retour à son identité la plus profonde. Pour vaincre le chasseur, il devait être un meilleur chasseur. Le soleil, pâle et aqueux, perça la couverture nuageuse. C'était le signal. La décision n'était plus un concept abstrait, mais une action physique imminente. Sa main, tenant le miroir, tremblait légèrement, non de froid, mais du poids de l'acte. Faire briller ce morceau de verre était une transgression totale. C'était violer l'ordre le plus fondamental de la survie, ne jamais révéler sa position. C'était peindre une cible sur son propre front. Pour les autres, c'était une folie, une erreur fatale. Pour Keller, c'était la seule action logique dans un monde devenu absurde. Il choisissait son instinct contre des années de conditionnement, sa connaissance de la nature contre les manuels de guerre. Il prit une profonde inspiration, l'air glacé brûlant ses poumons, et s'engagea sur un chemin sans retour. D'un geste lent et délibéré, il inclina le fragment de verre. Un éclair de lumière, vif et silencieux, traversa l'espace et frappa la lisière des arbres. C'était un cri muet, une provocation pure lancée au cœur du territoire ennemi. Puis, le silence, un silence assourdissant, plus lourd que n'importe quelle explosion. 1 seconde, 2, 3. Le monde semblait s'être figé. L'essai le submergea. Il avait tort. Le sniper était trop discipliné, trop parfait. Ses 2 compagnons retenaient leur souffle, leurs yeux rivés sur la forêt, leur confiance en cet homme étrange s'effritant à chaque instant qui passait. La bataille entière les vit en jeu. Tout était suspendu à la réponse d'un seul réflexe neurologique, à des milliers de kilomètres des salles de classe de West Point. Puis, un signe. Presque rien. Une minuscule étincelle. Un clignement de lumière à peine perceptible dans l'ombre des sapins. L'un de ses observateurs, le plus jeune, tapa 2 fois sur son casque. Le signal convenu. Il l'avait vu. Le reflet du soleil sur la lunette du fusil ennemi. Le prédateur allemand, malgré sa discipline de fer, n'avait pu s'empêcher de tourner la tête vers la source de lumière anormale. Son entraînement, sa plus grande force, venait de le trahir. Keller avait gagné. Il n'avait pas tiré aux seules balles, mais il avait déconstruit la logique de son adversaire. Le conflit qui le rongeait était terminé. Sa vision du monde, celle du chasseur, était la bonne. Il avait rendu l'invisible visible. Keller fit un signe de tête à ses observateurs. La suite ne lui appartenait plus. Mais pour lui, tout était changé. En défiant un ordre direct et en utilisant une tactique née de son passé, il avait franchi une ligne invisible. Que le sniper soit neutralisé ou non, que les brancardiers soient sauvés ou non, sa place dans l'armée était terminée. Il avait prouvé que le système était faillible, et les systèmes ne pardonnent jamais à ceux qui exposent leurs failles. Allongé dans la neige, le miroir désormais inutile dans sa main, il comprit qu'il venait de remporter la guerre la plus importante, celle qu'il menait contre lui-même. Mais en faisant cela, il était devenu un étranger dans son propre camp, un homme seul avec une vérité que personne ne voulait entendre. Le signal fut donné par un simple hochement de tête, un geste minuscule dans l'immensité glacée. Les 2 observateurs, le souffle court, fixaient la lisière des bois, leurs yeux devenus des instruments de précision. Pour le sergent Keller, allongé dans la neige, c'était plus une opération militaire. C'était un acte de foi, la conclusion d'un conflit qui le rongeait depuis mois. Il ne s'agissait pas seulement de sauver ces hommes, mais de valider une perception du monde que toute sa hiérarchie avait rejetée. L'éclat de miroir dans sa main semblait peser 1 tonne. D'un mouvement contrôlé, il l'inclina, projetant un flash de lumière audacieux et provocateur. L'éclair silencieux déchira l'ombre, un défi lancé non pas à un soldat, mais à un cerveau. Le silence qui suivit, suite absolue.
une attente insoutenable. Une seconde, deux, l'échec semblait certain. La discipline de l'ennemi était trop parfaite, son contrôle trop absolu. Le doute, comme un venin, commença à glacer le sang de Keller. Puis, un murmure dans la radio de son observateur le plus proche. « Je l'ai. Secteur 3, base du Grand Sapin. Un reflet. » Ça avait marché. Le chasseur, le prédateur au sommet de sa chaîne alimentaire, n'avait pu résister au stimulus primal. Son cerveau, conditionné par des milliers d'heures d'entraînement à réagir à la moindre anomalie, avait trahi son corps. Le réflexe neurologique avait été plus fort que la discipline de fer. L'invisible venait de se matérialiser, non pas par une erreur, mais par une compulsion. La faille structurelle du système ennemi venait d'être exposée par une simple lueur. Keller ne dit rien. Il tapa doucement l'épaule de son meilleur tireur, un jeune caporal de l'Ohio, et pointa la direction. L'homme ne posa aucune question. Il avait vu la lueur, il avait entendu la confirmation. Il fait confiance non pas à un ordre, mais à une évidence. Il ajusta sa lunette, son souffle formant un petit nuage qui se dissipait aussitôt. La détonation qui suivit fut sèche, unique, chirurgicale. Elle ne ressemblait en rien aux tirs de suppression paniqués ou aux barrages d'artillerie aveugle. C'était le son d'une certitude, une conclusion logique à une prémisse non conventionnelle. La balle traversait l'air froid, porteux d'une idée bien plus que d'un projectile. Puis le silence retomba, plus lourd et plus définitif que jamais. Les minutes s'étiraient comme des heures. Aucun son, aucun mouvement ne vint de la position ennemie. La menace invisible qui avait tenu en échec une compagnie entière pendant des heures s'était évaporée. Lentement, prudemment, l'un des brancardiers se releva. Puis un autre. Ils se déplacèrent à découvert, soulevant le blessé avec une urgence retrouvée. Personne ne tira. La paralysie était rompue. Le conflit externe, celui qui se mesurait en vie et en maître de terrain, était résolu. Le système allemand, fondé sur la patience et l'invisibilité, avait été démantelé, non pas par la force, mais par la compréhension de sa propre psychologie. La victoire était totale, silencieuse, et pour la plupart incompréhensible. Alors que les murmures de soulagement se propageaient, Keller sentit un froid qui n'avait rien à voir avec la neige. Il avait gagné, mais il avait gagné seul, en dehors des règles. Il vit le capitaine s'approcher, le visage fermé. Il n'y avait aucune gratitude dans son regard. Seulement le trouble d'un homme dont l'univers venait de s'effondrer. Le système ne pouvait pas intégrer une telle victoire. C'était une anomalie, une hérésie tactique. En prouvant que la doctrine était fausse, Keller n'était pas devenu un héros, mais une menace. Il était la preuve vivante que l'obéissance n'était pas la seule voie vers la survie. Et pour une armée, il n'y a pas de vérité plus dangereuse. Le prix de sa clairvoyance était un isolement immédiat et total. Le rapport officiel, rédigé plus tard cette nuit-là, ne mentionna jamais de miroir. Il décrivait une opération de contre-sniper menée avec succès après une localisation patiente de la cible par une équipe d'observation dédiée. L'acte de rupture cognitive de Keller fut instantanément absorbé, traduit et normalisé par la machine bureaucratique. Son intuition fut transformée en procédure standard. Le système, incapable de reconnaître sa propre faillite, s'appropria le résultat tout en effaçant la méthode. Il ne pouvait admettre qu'un sergent désobéissant, armé d'un débris et d'une connaissance de la nature humaine, avait réussi là où des tonnes d'explosifs avaient échoué. Keller avait sauvé les hommes, mais le système, lui, s'était sauvé lui-même de la vérité. Le lendemain matin, Keller fut convoqué. La sanction fut rapide et sans appel. Une réprimande officielle pour insubordination et mise en danger délibérée de ses hommes, suivie d'une mutation immédiate vers un poste à l'arrière, loin du front. Le capitaine, prisonnier de son propre code, appliqua la sentence avec une froideur mécanique. Il avait vu la vérité, mais il devait servir les règles. Les hommes que Keller avait sauvés l'évitaient désormais, le regardant avec un mélange de respect craintif et de méfiance. Il n'était plus des leurs. Il était celui qui avait vu au-delà du voile, celui qui avait brisé le pacte d'obéissance aveugle qui les liait tous. Sa victoire lui avait coûté sa place dans le monde. Dans la solitude de sa nouvelle affectation, une étrange paix s'installa en lui. Le conflit qu'il avait déchiré était enfin résolu. Il avait fait un choix absolu entre le système et son instinct, et la réalité lui avait donné raison. Il comprenait maintenant qu'il n'avait jamais été un soldat. Il était un chasseur, un observateur des schémas et des failles, et une telle nature ne pouvait survivre dans la rigidité d'une machine de guerre. Il accepta son statut de paria, non pas comme une punition, mais comme la confirmation de son identité. Il avait payé le prix fort, mais en échange, il avait sauvé son âme, cette partie de lui qui savait lire le langage silencieux de la forêt. Depuis une colline, il regarda un convoi s'éloigner, emportant les blessés vers un hôpital de campagne. L'un des brancardiers, le visage bandé, le reconnut et leva lentement la main dans un salut discret. C'était la seule reconnaissance qu'il recevrait jamais. Keller serra le poing dans sa poche, sentant le bord tranchant du morceau de miroir s'enfoncer dans sa paume. La douleur vive lui rappela que toute rupture laisse une cicatrice. La véritable victoire n'avait pas été la mort d'un ennemi, mais la démonstration qu'aucune discipline, aucune doctrine, aucun système n'est invulnérable à celui qui comprend le fonctionnement caché du cerveau humain. Il avait trouvé la faille, non dans la ligne de front, mais dans l'esprit. L'histoire de l'éclat de miroir ne fut jamais consignée dans les annales officielles de la bataille de Hürtgen. Le rapport du capitaine,
rédigé avec le langage aseptisé de la bureaucratie militaire, transforma la rupture cognitive de Keller en une procédure standard. Il décrivit une « opération de contre-sniper réussie » menée à bien grâce à une observation patiente et à la coordination efficace d'une petite unité de tir. Le miroir, cet élément central et hérétique, fut effacé. Le système, pour préserver sa propre infaillibilité, ne pouvait admettre qu'une solution aussi primitive et psychologique ait triomphé là où des tonnes d'explosifs avaient échoué. L'intuition d'un seul homme fut absorbée, traduite et neutralisée, devenant une note de bas de page anonyme dans la grande machine de guerre. La validation pour le sergent David Keller prit la forme d'une punition. Bien qu'il ait sauvé des vies, il avait commis le péché capital. Il avait prouvé que la doctrine était faillible. Quelques jours après l'incident, il fut officiellement réprimandé pour insubordination et violation des protocoles de sécurité. Sa mutation fut immédiate, vers un poste logistique à l'arrière, loin de la forêt et des hommes qu'il comprenait mieux que personne. Le système l'avait exilé, le marginalisant comme une anomalie dangereuse, un rouage imprévisible qui menaçait la cohésion de la machine. Ses anciens camarades, partagés entre une admiration craintive et le malaise de voir les règles brisées, l'évitaient. Sa victoire lui avait coûté sa place dans la fraternité des armes. Pourtant, l'idée de Keller ne mourut pas. Elle survécut non pas dans les manuels, mais dans le folklore du champ de bataille. L'histoire du truc du miroir se propagea de bouche à oreille, une légende murmurée autour des feux de camp, une tactique fantôme transmise par ceux qui avaient vu l'impossible se produire. Elle devint une connaissance clandestine, une arme de dernier recours pour les soldats piégés dans des situations désespérées, un savoir né de la désobéissance et validé par la survie. La doctrine officielle l'ignorait, mais sur le terrain, là où la vie et la mort se jouaient à chaque instant, la leçon de Keller fut apprise. Son héritage ne fut pas institutionnel, mais organique, une vérité qui s'était frayé un chemin en dehors des canaux autorisés. Avec le recul, l'impasse sanglante de la forêt de Hurtgen apparaît sous un jour nouveau. Ce n'était pas une simple confrontation de forces, mais un dialogue de sourds entre deux systèmes aveugles à leurs propres failles. La puissance de feu américaine n'était pas une force, mais une addiction à une solution unique. La discipline de fer des snipers allemands n'était pas une armure, mais une cage de réflexes conditionnés. La forêt elle-même n'était pas l'ennemi principal, elle était l'arène qui révélait ses faiblesses structurelles. La victoire n'appartenait pas à celui qui tirait le plus fort, mais à celui qui voyait le plus clair, celui qui comprenait que le champ de bataille le plus décisif n'était pas fait de terre et d'arbres, mais de neurones et de synapses. La véritable leçon de cet éclat de miroir transcende la guerre. Elle révèle une faille universelle présente au cœur de tout système hautement spécialisé, qu'il soit militaire, corporatif ou idéologique. Plus un système devient expert et discipliné dans une méthode unique, plus il devient prévisible. Sa plus grande force, cette perfection dans l'exécution, devient simultanément sa plus grande vulnérabilité. Elle crée un angle mort cognitif, une réponse automatique à un stimulus spécifique que le système ne peut ignorer. La véritable stratégie de rupture ne consiste pas à affronter la force du système de front, mais à identifier et à exploiter ce réflexe involontaire, à transformer sa perfection dans un mécanisme d'autodestruction. Ainsi, pour vaincre un ennemi parfaitement invisible, la pire stratégie est bien de le chercher. La véritable solution est de le forcer à regarder. L'histoire de David Keller nous enseigne que la plus grande arme n'est ni l'acier ni la poudre, mais la compréhension profonde de la psychologie de l'adversaire. Il ne s'agit pas de surpasser sa force, mais de détourner sa logique. Dans n'importe quel conflit, la victoire appartient à celui qui cesse de se battre contre les murs de la forteresse ennemie et commence à chercher la clé qui ouvre la serrure de son esprit. Car aucune discipline, aussi parfaite soit-elle, ne peut résister à un stimulus conçu pour pirater le système d'exploitation humain.